Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je m'appelle Delphine Bordier et pour avoir exercé des fonctions juridiques différentes, avocate, directrice juridique et aujourd'hui LegalOps, je sais qu'au cours de sa carrière, on se pose forcément des questions sur son métier, son projet, et ça tombe bien, c'est justement ce dont je vais vous parler tous les 15 jours. J'interviewe des professionnels du monde juridique, passionnés par leur métier, qui vous dévoilent leur parcours, leur vision du droit, leurs défis et leurs succès. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, venez découvrir les métiers juridiques, soyez curieux et surtout, partagez autour de vous. Bonne écoute! Nous sommes aujourd'hui tous très sensibilisés à la protection des données personnelles et le métier de DPO, délégué à la protection des données, est apparu il y a quelques années. Je reçois aujourd'hui Aurélie Bung, qui est Compliance Director et DPO chez Europcar Mobility Group. Elle enseigne également à l'Université Évry-Val-Essonne et à l'ICEP, l'école d'ingénieurs du numérique. Bonjour Aurélie. Bonjour Delphine. Ravie de t'accueillir sur le podcast Tout droit tout simple aujourd'hui. Je suis très contente. Écoute, merci de m'avoir invitée. Je suis très contente également. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de données perso, de RGPD. Est-ce que tu peux rappeler déjà ce que c'est que le RGPD et puis son objectif ? Alors, le RGPD, Règlement général sur la protection des données, est donc le texte qui vise à réglementer la collecte et le traitement des données à caractère personnel en Europe. Donc, l'objectif, c'était vraiment de redonner finalement le contrôle des personnes concernées sur leurs données, avoir une vraie capacité à comprendre via une obligation de transparence comment les entreprises traitent leurs données à caractère personnel face à des comportements de marketing personnalisé, de problématiques de fuite de données ou de dérives de collecte de données en masse. Alors toi, évidemment, tu fais ça toute la journée. On a zappé un peu la question, mais est-ce que tu peux un peu te présenter pour nous dire un peu, toi, au quotidien, qu'est-ce que tu fais ? Alors, moi, je suis DPO aujourd'hui de Europcar Mobility Group. Donc, en fait, je gère la conformité du groupe. On a 14 filiales corporate et un network à peu près un peu plus d'une centaine de franchisés dans le monde sur les questions de protection des données personnelles. Donc, on définit la gouvernance, on assure la sécurité des projets et des développements mis en place par nos équipes. J'interviens également sur les violations de données quand on a des violations de données ou sur des échanges avec les autorités de contrôle. Et avant cette expérience, quel a été ton parcours pour arriver DPO ? Alors, moi, j'ai commencé, en fait, j'ai une maîtrise en carrière judiciaire et sciences criminelles. J'ai un Master 2 en droit des nouvelles technologies, donc informatique et droit, à l'Université de Montpellier. J'ai également un master spécialisé en management et protection des données. Voilà, moi, j'ai vraiment, on va dire, je suis tombée dans le bain de la protection des données en 2006, un peu par hasard, et puis finalement, je travaille dans ce domaine-là depuis. J'ai notamment travaillé à la CNIL, entre 2009 et 2012, et dans le secteur public et privé, notamment chez BNP Paribas et chez American Express. Est-ce que tu peux nous dire qui doit se conformer au RGPD ? Alors, toute entreprise ou organisme qui est établi sur le territoire européen. Donc, vous avez un établissement, un bureau, vous êtes soumis au RGPD. Et également toutes les autres entreprises ou organismes qui, sans pour autant être établis sur le territoire européen, visent à proposer des services au sein de l'Union européenne. Très concrètement, vous voulez vendre un produit ou un service en France, en Allemagne ou en Italie, sans pour autant avoir d'établissement, via un site web, vous êtes susceptible d'être soumis au RGPD. Ça veut dire que toutes les entreprises américaines qui visent les consommateurs européens doivent se soumettre au RGPD. Tout à fait. Exactement, y compris si vous avez un site web et si vous mettez en place des dispositifs de tracking, par exemple, donc c'est un périmètre d'application qui est assez large et l'objectif du RGPD, vraiment c'est une des nouveautés, c'est cet effet extraterritorial. L'objectif du RGPD, en fait, c'est aussi de rétablir des conditions de compétition en Europe qui soient équivalentes pour tous les acteurs qui traitent des données à caractère personnel qui visent des personnes au sein de l'Union européenne. Est-ce que tu peux nous donner les principales missions du DPO ? Alors, on a un rôle de conseil. Donc, on est chargé un DPO va conseiller un responsable de traitement ou un sous-traitant dans les mesures à mettre en place pour assurer la conformité au RGPD.
Il a un rôle aussi de contrôle, donc il doit mettre en place un plan de contrôle pour s'assurer que finalement ces recommandations ont bien été mises en œuvre. Il est également le point de contact des personnes concernées et des autorités de contrôle. Donc il fait l'interface finalement un petit peu entre l'entreprise et le régulateur. Est-ce qu'il y a un diplôme déjà qui est spécifique pour être DPO? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de diplômes, effectivement, qui se sont développés quand même. Il y a des diplômes d'université, notamment très spécialisés sur l'exercice du métier de DPO. Moi, je sais que j'ai fait un master spécialisé management et protection des données à l'ISEP, qui est aussi très orienté vers ce métier. Après, en termes de compétences, il faut vraiment être pluridisciplinaire. Moi, je sais que j'ai commencé en tant que juriste, et d'ailleurs, il y a des recommandations des autorités de contrôle qui affirment que le DPO doit avoir des compétences juridiques. J'ai aussi un petit vernis technique, parce qu'il faut quand même être en mesure aussi de comprendre un certain nombre de concepts, typiquement des concepts en matière de sécurité, de chiffrement, un peu de cloud computing, etc. Et il y a aussi une compétence quand même, beaucoup je dirais, de gestion de projet et de management, parce que il y a besoin quand même d'être capable de décliner un programme sur des organisations qui parfois ont des tailles assez importantes. Donc, il faut être capable de communiquer, de faire du change, de tenir un budget, d'élaborer, de suivre des KPI. Donc, il y a quand même aussi pour moi, une grosse compétence aussi en termes de gestion de projet, de management et d'organisation. Donc, tous les DPO, tu l'as dit, ne sont pas juristes. Toi, tu es juriste. Qu'est-ce qui manque aux juristes? C'est je sais pas moi, une maîtrise de la sécurité informatique, des systèmes d'information, d'analyse d'impact. Qu'est-ce qui, d'après toi, manque le plus aux juristes? Alors, je pense qu'il y a une compétence technique qui est indéniable. C'est-à-dire que quand on se retrouve à échanger avec un RSSI, donc une personne qui est spécialisée en matière de sécurité informatique, il est incontournable qu'il faut avoir un minimum de background en sécurité technique, voire même un peu en développement. Après, moi, je dirais que ce qui va vraiment manquer aux juristes, c'est finalement une capacité, vraiment, c'est plus cette partie process et procédures. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vraie capacité à être capable de rédiger des procédures et des process pour viser l'implémentation. Moi, je sais que je suis un peu déformée parce que j'ai aussi un master en qualité, sécurité et environnement, donc plutôt d'un point de vue managérial, vraiment gestion de la qualité. Et aujourd'hui, je me rends compte que quand on évolue sur des grosses organisations, finalement, ce qu'on va gérer, c'est un système de management de la protection des données. Donc, il faut vraiment avoir cette capacité de définir des politiques, de définir des procédures, les faire appliquer, etc. Il y a vraiment un côté, il faut rentrer dans les opérations. Et ça, je pense que ce n'est plus une vision purement juridique, c'est vraiment se dire comment je vais implémenter les mesures qui ont été définies juridiquement. Et ça peut manquer aujourd'hui un peu aux juristes, je trouve. Et ça, c'est ce qu'on apprend du coup en master spécialisé? Alors oui, en master spécialisé à l'ISEP, effectivement, il y a une grosse partie organisation, opérationnalisation, je dirais, de la fonction de juriste. Après, on peut l'acquérir aussi via, pour moi, des formations en gestion de projet, par exemple via des certifications comme PMP, qui sont vraiment la gestion, plutôt la gestion de projet, qui vont aider un juriste à qu'est-ce que c'est qu'un KPI, comment on le construit, comment on le documente, etc. J'ai aussi, par exemple, passé la certification CIPM, donc c'est une certification vraiment de l'IAPP, donc l'Organisation internationale en matière de protection des données, qui vise plutôt cette partie management. Est-ce que le DPO, il est toujours obligatoire? Parce que risque l'entreprise qui ne désigne pas un DPO aussi, par exemple? Alors, elle risque une sanction. Alors, si effectivement le DPO est obligatoire pour son secteur d'activité, elle reste une sanction, à défaut de désignation d'un DPO. Alors, ce n'est pas obligatoire aujourd'hui dans toutes les entreprises. C'est obligatoire dans le secteur public et pour les collectivités territoriales aussi. Ça sera obligatoire si on traite des données sensibles en masse, par exemple pour les hôpitaux qui vont vraiment traiter des données particulières ou pour des laboratoires d'analyse médicale, par exemple, ça sera obligatoire. D'accord. Après, et le en masse, il est défini ou c'est… Alors, non, pas vraiment. D'accord. En matière médicale, par exemple, la CNIL a mis des critères en fonction du nombre de personnes dont on traite les données. Après, les autorités de contrôle ont placé des critères en fait un peu en fonction de l'étendue géographique. Est-ce que c'est une collecte systématique ou pas de données sensibles sur toutes les personnes concernées, etc. C'est des critères qui sont quand même un peu flous encore aujourd'hui.
Après, est-ce que l'entreprise traite des données qui sont susceptibles d'avoir un impact sur les personnes concernées, notamment si vous procédez à des opérations de profilage ou de suivi systématique et régulier des personnes concernées. Typiquement, par exemple, les entreprises du secteur bancaire qui mettent en place des traitements de scoring, donc qui vont évaluer très régulièrement et noter leur clientèle, sont soumises à cette obligation au titre de ce troisième critère. Ah oui, ça, parce que ça, c'est considéré comme du profilage, c'est ça? Exactement. Et alors, pourquoi désigner un DPO même s'il n'est pas obligatoire? Parce qu'il y a des sociétés qui font ça, qui ont un DPO, alors que c'est pas forcément une obligation pour elles. C'est toute une question de stratégie. D'abord, parce que c'est un moyen de valoriser aussi la démarche de l'entreprise dans ses relations avec ses clients, que ce soit en B2C ou en B2B. Il y a beaucoup de sous-traitants, par exemple, qui ont désigné un DPO parce qu'ils étaient interrogés par leurs clients quant aux mesures qu'ils devaient prendre en matière de protection des données. Donc, je dirais que c'est un facteur de confiance. Après, aussi, quand on regarde le RGPD, il faut bien quelqu'un pour piloter la mise en conformité de l'entreprise au RGPD. Il y a quand même un certain nombre de process et de procédures à mettre en œuvre. Donc, je dirais que finalement, désigner un DPO aujourd'hui, c'est simplement reconnaître qu'il y a bien un pilote dans l'avion, si je puis dire, et qu'il y a quelqu'un en charge de ces questions-là au sein de la structure. Est-ce qu'il y a un critère de taille de l'entreprise pour désigner un DPO ou c'est vraiment d'autres Non. critères? Non. Non, il y avait, à la base, il y avait un critère de taille ou un critère sur le nombre de personnes concernées. Ça a vraiment été ramené sur des critères qualitatifs. D'accord. Et on entend souvent cette phrase Privacy is good for business. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Ça signifie qu'en fait, c'est respecter la confidentialité et la vie privée de ses clients. C'est un facteur de confiance. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu la dernière publicité d'Apple, mais fondamentalement, ils font tout un marketing autour de leur capacité à protéger les données de leurs clients. Alors, je ne me prononcerai pas après sur le pourquoi du comment, mais il y a vraiment une stratégie à l'attention de leurs clients en leur disant, eh bien, pour nous, la protection des données pour nous est importante. Et derrière, pour créer de la confiance et pour inciter effectivement les clients à utiliser leurs produits ou leurs services. Donc, je pense que c'est ça, c'est vraiment créer de la confiance pour être dans un écosystème de confiance et être en mesure de rassurer son consommateur et aussi de le garder d'une certaine manière captif. Par exemple, quand on regarde les préoccupations des Français en général en matière de protection des données, il y a deux industries qui arrivent généralement en haut de la pyramide. C'est le secteur bancaire, voilà, et le secteur effectivement de la santé. Or, c'est des secteurs qui vont traiter beaucoup de données et qui ont effectivement besoin d'être identifiés comme étant un acteur de confiance en la matière. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une mise en conformité? C'est quoi les grandes étapes pour la mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'une mise en conformité pour une entreprise? Alors, c'est s'assurer en fait que dans tous ces process et ces procédures, il y a un niveau de conformité qui répond aux exigences du règlement. Alors, en général, la première étape, c'est déjà de savoir quelles sont les données que vous traitez. Il y a besoin d'identifier au sein de la structure, finalement, dans quel process et dans quelle procédure on va traiter des données à caractère personnel, que ce soit de clients, que ce soit de consommateurs, pour être déjà identifier le périmètre, je dirais, un peu de risque et le périmètre à sécuriser. Le RGPD, d'ailleurs, prône l'approche par les risques. Et y compris dans les démarches de mise en conformité, je pense qu'il faut finalement se concentrer sur les traitements qui sont les plus à risque, notamment quand on peut avoir des ressources qui sont contraintes. Donc déjà, réussir à bien identifier ces données personnelles, où est-ce qu'elles sont stockées, les traitements, etc. Comment elles sont documentées, parce qu'il y a un gros effort de documentation à faire au titre du RGPD. Dans le cadre du RGPD, c'est vraiment à l'entreprise de démontrer qu'elle est conforme. Donc, ce qui est une forme de renversement de la charge de la preuve par rapport à l'autorité de contrôle. Donc voilà, donc il faut effectivement faire ce travail de recensement qui généralement est un travail assez long. Et pour les impliquer, les équipes, tu as une méthode parce que en général, ils sont pas non plus, c'est pas leur priorité, quoi. Donc clairement. De toute façon, aujourd'hui, on a beaucoup parlé du RGPD, donc il y a une sensibilisation à faire, donc sensibilisation générale au niveau de toute l'entreprise, et après, ça peut aussi passer par des sessions plus spécifiques en matière avec certaines équipes, on sait que par exemple, au niveau du marketing, c'est des sujets qui sont très sensibles.
Donc souvent, voilà, il faut faire un peu des deux. Aujourd'hui, c'est un incontournable. Enfin, les clients aujourd'hui ont pris conscience du fait que ils avaient des droits en la matière. Ils les exercent régulièrement. Donc, c'est un incontournable. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire du marketing. On ne peut pas faire du marketing sans tout simplement prendre en compte cet aspect-là. Le RGPD doit être dans le day-to-day business, en particulier pour ces équipes-là. Alors, bien sûr, pour toutes les autres, parce que quand on a des développeurs qui ne font pas de privacy by design, c'est-à-dire qui ne prennent pas en compte les principes de protection des données dès la conception, eh bien, vous aurez des problèmes, il y aura des problèmes de conformité lors de la mise en production. Et derrière, ça a des coûts aussi. C'est-à-dire que si vous développez des applications, par exemple, qui ne permettent pas de purger, donc qui ne vous permettent pas d'être conforme, moi, le jour où on vient me demander mon avis pour dire est-ce qu'on peut mettre en production, grosso modo, ça pourrait être un non si on ne trouve pas un moyen, effectivement, de régler cette problématique-là. Donc, je dirais qu'il y a effectivement tout ce travail de documentation, de recensement, de priorisation et d'identification des risques pour se dire qu'est-ce que je dois mettre sous contrôle en priorité, qu'est-ce qui est le plus sensible au titre de mes activités. En parallèle, il y a pour moi, un deuxième point qui est très important, c'est qu'en fait, il faut aussi sécuriser les nouveaux projets. Parce que on a une forme de legacy, on a tous un héritage et qui parfois peut être problématique, mais il y a aussi tous ces nouveaux projets qui arrivent au fil de l'eau et sur lesquels il va falloir aussi émettre des avis et donner des recommandations de mise en conformité. Donc ça, c'est un deuxième pan, je dirais, où il faut effectivement être en mesure d'accompagner les équipes projet pour dire, là, j'ai besoin de telle ou telle fonctionnalité, j'ai besoin d'un pied de page avec telle et telle mention, etc. Et après, il y a aussi un dispositif de monitoring à mettre en place et de surveillance, parce que c'est pas parce que, par exemple, vous avez mis en place des bandeaux cookies sur un site Internet que parfois, il n'y a pas des problèmes, par exemple, de configuration dans le setup, qui fait que on a un cookie tout d'un coup qui est déclenché avant le consentement du client. Alors, il faut vérifier typiquement qu'on est en mesure de répondre aux personnes concernées dans les délais, parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut mettre en place des processus correctifs. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment un cycle d'amélioration continue. Tout le monde a parlé du RGPD en se disant qu'il faut être conforme pour le 25 mai 2018. Je ne sais pas si toutes les entreprises étaient conformes, mais je pense que l'effort, il est vraiment dans la continuité. Oui, pour que ce soit effectivement pérenne, quoi, aussi. C'est ça, c'est assurer la pérennité du système et être en mesure de détecter, parce que les entreprises, ça vit, donc ça bouge toujours, potentiellement les nouvelles zones de risque ou les incidents que vous pouvez avoir. Vous pouvez très bien avoir un jour un client qui a un souci pour se désinscrire de communication marketing. Comment vous le traitez, comment vous le détectez et quel dispositif on met en place pour faire en sorte que ça puisse être résorbé. Et je dirais avant que finalement vous ayez un contentieux avec une autorité de contrôle. Tu nous as parlé là, des grandes étapes de la mise en conformité pour une entreprise, mais même si on fait toujours au mieux, le DPO fait au mieux, il arrive des fuites ou des… Voilà. Quels sont les bons réflexes à avoir en cas de violation de données perso ou de fuite de données dans l'entreprise? Ça arrive. D'ailleurs, d'après les chiffres de la CNIL, il y a eu une augmentation à peu près de 80% en 2021 des notifications de violation de données. Donc, effectivement, il y a des obligations d'informer la CNIL ou d'informer les clients en cas d'atteinte à la confidentialité ou la sécurité de leurs données. Je pense que déjà, il faut comprendre ce qui se passe. Réussir à identifier l'enjeu, la portée, le système. Donc, finalement, plus vous aurez travaillé en amont avec vos équipes pour réussir à identifier vos traitements et identifier vos données, plus ça va faciliter ce travail d'identification. Après, je pense que quand il faut vraiment… Effectivement, si on n'a pas bien identifié, on ne saura pas s'il faut notifier ou pas, parce qu'il ne faut pas toujours notifier, je suppose. Alors non, il n'y a pas toujours d'obligation de notification, ça dépend vraiment de l'impact. Est-ce qu'il y a un risque ou pas pour les personnes concernées? Et l'information des personnes concernées doit être effectivement réalisée quand on a un risque élevé. Donc, on parle de high risk pour l'information des personnes concernées. Je pense que déjà, il faut bien réussir à comprendre, essayer d'identifier l'incident. Après, généralement, rapidement, nous, on monte une cellule de crise, donc, dont moi, je fais partie, et quelqu'un de mon équipe. Et en général, il y a toujours notre CISO, RSSI, qui est en charge de la sécurité des systèmes d'information. C'est important aussi d'embarquer le métier, parce que c'est le métier qui connaît le mieux son système. Donc, il faut dialoguer avec eux. Bien entendu, être assez réactif, parce que vous avez 72 heures pour notifier l'autorité de contrôle.
Donc, il y a besoin rapidement d'identifier est-ce que c'est sérieux ou pas. Est-ce que vraiment, par exemple, quand c'est un prestataire, est-ce que ça embarque ou pas des données à caractère personnel qui concernent l'entreprise? Et derrière, quelles sont les mesures à prendre? Donc, il y a vraiment une notion de créer une cellule de crise. Il faut que vous ayez aussi des gens dans la cellule de crise qui soient en mesure d'agir en temps de crise. Parce que vous avez, on sait tous qu'il y a plus ou moins des personnes qui ont une capacité ou non d'agir bien et efficacement sous pression. Et il y a d'autres personnes, c'est un peu moins le cas. Donc, bien choisir aussi les membres de cette cellule de crise pour être en mesure de prendre les meilleures décisions au meilleur moment. Quand ça dure, il faut penser à mettre en place des backups. C'est-à-dire, en moyenne, quand vous êtes sur une gestion de crise, vous allez prendre des bonnes décisions à peu près pendant 72 heures. À partir de 72 heures, potentiellement, vous allez être fatigué, c'est normal. Là, il y a un niveau de vigilance qui peut tout simplement baisser. Donc, il faut aussi, entre guillemets, si la crise dure, prévoir un certain nombre de backups pour pouvoir tout simplement se reposer. Donc, vous n'allez pas être en permanence en cellule de crise parce que à un moment donné, les réunions, par exemple, vont s'espacer. On peut commencer sur des gestions d'incidents où vous avez 2 réunions par jour. Donc, vous allez avoir une réunion le matin à 11 heures avec toute l'équipe, une autre réunion à 18 heures pour faire le feedback de la journée et identifier les actions qui ont été faites dans la journée, ce qui doit être fait le lendemain. Et après, ça va s'espacer. Vous n'aurez plus qu'une réunion par jour. Ensuite, ça sera une réunion toutes les semaines. Après, une réunion tous les mois, etc. Mais il peut y avoir des résurgences à des moments donnés parce qu'il y a eu des échanges avec des autorités de contrôle et il y a à nouveau besoin de réactiver, on va dire, ce dossier-là. Et c'est important que vous ayez quand même un backup qui soit au courant du background du dossier et qui soit en mesure d'agir aussi. Donc je sais qu'on a eu un retour sur un dossier qui devait être clôturé en décembre de l'année précédente et puis finalement en juillet de l'année suivante, on a encore eu des échanges avec l'autorité de contrôle à ce sujet-là. Bon, j'étais là, mais en juillet, vous pouvez très bien ne pas être là. Voilà. Et en général, quand vous avez besoin de répondre aux autorités de contrôle, on est sous des délais qui sont contraints, donc ça peut être 10 jours, 15 jours. Et puis après, vous avez des plus gros incidents où là, on a carrément des membres du comité exécutif qui sont montés sur la cellule de crise en leadership, avec derrière un certain nombre de personnes en charge on gère ça comme un projet, entre guillemets. C'est-à-dire il faut, quand on a vraiment une grosse cellule de crise, il faut avoir quelqu'un qui, par exemple un PMO, qui est chargé de récupérer et de stocker toute la documentation et de suivre les actions. J'aurais été incapable. Moi, j'avais un stream DPO legal, donc j'avais un certain nombre de streams sur les contrats parce qu'on avait un sous-traitant, un certain nombre de streams aussi sur les relations avec les autorités de contrôle, les personnes concernées, répondre aux demandes des personnes concernées. Quand vous avez un gros incident, il peut arriver qu'en 10 jours, vous receviez 3000 demandes de droit d'accès ou droit de suppression. Donc, j'avais mes propres streams à moi et on avait mis en place ce chef de projet qui, en fait, était en charge de récupérer toute la documentation. Donc, moi, à chaque fois que j'avais un échange, par exemple, avec une autorité de contrôle, le mail partait chez lui ou le document partait chez lui et lui, il le stockait dans le stream dédié aux relations avec l'autorité de contrôle. J'aurais été incapable d'agir en même temps, d'être actif sur mes actions et en même temps de devoir faire ce travail de documentation. Je pense que c'est vraiment un conseil à donner s'il y a un incident majeur, il faut quelqu'un qui soit en charge de récupérer, de collecter l'information et aussi de relancer, parce qu'en fait, il faisait aussi le suivi des actions qui étaient dans le périmètre de chacun. On en vient à ma prochaine question, c'est quels sont les principaux défis du DPO? Tu en as dévoilé une déjà, mais il y en a sûrement d'autres. Il faut embarquer l'organisation, parce que c'est quand même des sujets qui sont des sujets réglementaires. Donc, parfois, c'est quand même compliqué. Alors moi, je sais qu'il y a des techniques pour ça et je pense que le quotidien de tout à chacun, ça marche assez bien. Après, il y a aussi tout ce qui est benchmark, donc d'être en mesure de montrer ce qui se passe dans d'autres entreprises, que ce soit en positif parfois, en disant tiens, j'ai vu ça, j'ai vu tel privacy center de tel acteur qui travaille dans le même secteur que nous, donc c'est plutôt bien. Donc, réussir à pousser des exemples concrets. Et donc en positif et en négatif aussi, quand il y a une grosse sanction et qu'on sait qu'on n'est pas tout à fait carré sur ce sujet-là, c'est bien aussi de montrer que derrière, les autorités sont quand même actives. Donc il y a vraiment embarqué, ça passe aussi par de la formation, de la sensibilisation, etc. Il faut anticiper. Je pense que c'est important d'être toujours en veille pour savoir effectivement quels sont les sujets qui sont dans l'actualité, quels sont les sujets sur lesquels les autorités finalement ont un regard particulier.
et pour anticiper et alerter son business en la matière. Par exemple, tout le monde en ce moment est sur Google Analytics suite aux décisions de l'autorité autrichienne et de la CNIL aussi. Donc ça, c'est important, il faut le faire remonter. Il faut convaincre. Et moi, je suis pas je pense que le bâton, c'est pas forcément le meilleur moyen pour convaincre, même si parfois il n'y a pas trop d'autres alternatives, mais il faut réussir à convaincre et à se dire qu'aujourd'hui, finalement, c'est un incontournable du business. Il faut maintenir l'effort dans le temps. Aujourd'hui, il y a des réglementations en matière de données qui finalement arrivent de partout. Enfin, quand on voit le Digital Service Act ou le Digital Market Act, voire le Data Act, etc., qui sont en train d'être élaborés au niveau de l'Union européenne. Il y a énormément de réglementations et il y a des réglementations sur la protection des données partout dans le monde. Enfin, aux US, alors il y a toujours cette espèce de fantasme de la loi fédérale sur la protection des données qui malheureusement n'arrive pas. Mais aux US, vous avez quasiment une loi de protection des données à géométrie variable par État. Donc, il y a un vrai besoin aussi d'être au fait des évolutions législatives et réglementaires. Et quelle est la réalité du métier? Est-ce que tu peux nous donner, je sais pas, nous expliquer un peu ton quotidien avec quelques anecdotes, passées d'ailleurs ou présentes, hein, pas forcément aujourd'hui, sans dévoiler rien de confidentiel, mais est-ce que tu aurais des exemples un peu de demandes un peu farfelues ou d'incompréhension Moi, j'aime bien mon métier parce qu'en fait, je ne sais jamais comment je vais finir ma journée. Il y a vraiment une question d'agilité à avoir, c'est-à-dire que finis-tu? Il y a vraiment, en fait, je sais ce que j'ai dans mon agenda pour la journée, mais le jour où mon RSSI m'appelle et me dit là, on a un incident, ça veut dire qu'il faut cleaner l'agenda, il faut annuler tous les rendez-vous parce qu'il faut monter en cellule de crise et que c'est l'incident qui devient prioritaire. Alors après, en termes d'anecdotes, c'est toujours un peu pareil. Vous avez toujours des business qui vous écrivent en disant oh, mais ne sois pas inquiète, on ne traite pas de données personnelles. Et puis là, vous leur demandez, envoie-moi quand même un extract de ton fichier. Qu'est-ce que vous allez partager comme données, par exemple, avec un prestataire? Parce que on vérifie toujours un peu quand même. Puis là, quand on voit arriver le fichier Excel ou l'extraction, on se rend compte qu'en fait, il y a des données pseudonymisées partout et qu'on partage tous les identifiants du client avec le partenaire. C'est souvent parce que, en fait, en fonction de la sensibilité du business, effectivement, pour certains, l'adresse IP, ce n'est pas forcément une donnée personnelle, alors que pour nous, ça l'est encore. Oui. Après, il faut aussi bien définir qu'est-ce que c'est, parce que parfois, moi, j'ai eu cette incompréhension effectivement avec le business, c'est qu'ils ne considéraient pas que telle ou telle donnée était une donnée personnelle. Et en fait, la définition est très large, donc ça, c'est bien de le rappeler. Oui, et on n'a pas forcément… Alors, en Europe, nous, on a une définition partagée, mais en plus, quand on échange des informations avec les US, eux ont parfois des définitions qui sont tout autres. Donc, il y a des notions aussi de wording, par exemple, avec certains prestataires américains ou d'autres. Et quel regard tu portes, toi, sur les RegTech? C'est LegalTech qui disent permettre aux entreprises ou aux collectivités de protéger facilement leurs données personnelles en respectant le RGPD, justement. Alors, moi, je me méfie toujours un peu des outils parce qu'il y a des outils qui sont très bons sur le marché, mais c'est toujours pareil. Enfin, l'outil ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir des prestataires de services qui vendent des solutions miracles pour automatiser un peu la conformité au RGPD. Il y a de très bons outils, ce n'est pas du tout la question, mais je pense que derrière, il y a quand même beaucoup de mesures organisationnelles à mettre en place. Il se passe beaucoup de choses entre la chaise et le clavier, on ne va pas se mentir. Et l'outil, finalement, ne fera pas tout. Et pareillement, il y a des outils qui sont des outils très sophistiqués sur le marché et qui ne sont pas adaptés pour finalement des environnements où le niveau de maturité est moins important. Donc, je pense qu'il y a toujours un dosage à faire entre la maturité de la structure, l'objectif de l'outil aussi, et derrière les mesures que vous allez mettre en place aussi pour tout simplement alimenter l'outil. Si demain, vous aurez beau avoir le meilleur logiciel de gestion du registre, si vos métiers ne le mettent pas à jour ou s'il n'y a personne derrière pour finalement animer aussi cette obligation-là, vous ne serez pas conforme. Effectivement, comme on l'a évoqué un petit peu, mais il y a aussi l'obligation de former ses collaborateurs. Enfin, ça, c'est pas rien. C'est ça, et derrière de contrôler aussi quand même que on dirait que les concepts ont été compris aussi.
Donc, on peut faire du e-learning. Donc, ça, il y a tout un tas de moyens d'automatiser, du gaming aussi aujourd'hui via des scénarios. Voilà, je sais que, par exemple, j'ai un collègue qui travaille dans une société de jeux Vidéo, ouais. voilà, de jeux vidéo, et ils ont utilisé finalement une de leurs marques pour reprendre les caractères et faire des sessions de sensibilisation avec les éléments de la marque et tout simplement les personnages du jeu au bénéfice de leurs collaborateurs. Voilà, donc c'est effectivement. Donc, il y a une partie qu'on peut automatiser via des dispositifs de e-learning, des dispositifs de contrôle, etc. Mais je pense à un moment donné, de toute façon, qu'il y a besoin d'un œil humain pour vérifier le résultat du contrôle, pour sensibiliser aussi. Et je pense que c'est important aussi d'incarner le sujet. C'est aussi donner du sens. Ouais. Expliquer pourquoi on fait ça. Parce qu'on est accountable vis-à-vis de nos clients, on est accountable vis-à-vis des autorités de contrôle. Et derrière, les enjeux, c'est ça. Voilà, je pense qu'il faut incarner aussi le sujet. Et est-ce que tu conseillerais le métier de DPO à un jeune diplômé, à un jeune juriste? Et si oui, pourquoi? Alors oui, je le conseillerais. Pourquoi? Parce que déjà, on travaille avec toute l'entreprise. Moi, j'ai des interlocuteurs dans toutes les directions, marketing, ressources humaines, des opérations, etc. Donc, il y a vraiment une vision à 360 de l'entreprise. Après, on ne va pas se mentir, on ne s'ennuie pas non plus. Voilà, il y a toujours des nouveaux projets. On est dans des structures quand même qui se digitalisent de plus en plus. Donc, toujours des nouveaux projets, des nouvelles idées. Donc, si on est un peu geek aussi, c'est toujours intéressant d'être embarqué sur des projets de nouvelles technologies. Et après, c'est quand même un secteur qui évolue beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup du DPO, mais on a aussi une nouvelle forme de métier qui pourrait être le Digital Ethics Officer, donc vraiment la personne qui serait en charge de la conformité et pas simplement finalement de la protection des données, mais du digital. Ça embarque toutes les questions de signature électronique, etc. aussi. Donc aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'enjeux autour du numérique et du digital. Donc, c'est un métier qui, à mon avis, est en pleine évolution. Alors, ma dernière question, ce sera, est-ce que tu peux conseiller des ressources fiables pour mieux s'informer ou même se former? Alors, en plus du site de la CNIL qui est quand même très riche, est-ce que tu aurais des conseils là-dessus? Alors oui, par exemple, il y a le MOOC. Ah, moi j'en ai un quand même. Je te coupe la parole, mais quand même, moi pardon. j'en ai un. C'est toi qui l'as fait d'ailleurs, donc je me permets de le dire à ta place. Mais c'est un petit livret qui s'appelle Droit en poche, RGPD, la protection des données à caractère personnel, mais d'un format très pratique qui se met dans un sac à main. Et moi je l'ai. Et je dois dire que je l'ai eu souvent dans mon sac et il est super bien fait. Donc et c'est fait par toi. Et moi, je le recommande vivement et je le mettrai aussi en description du podcast. Alors, il y a le MOOC de l'ANSSI. Donc, il y a un open course accessible directement en ligne qui est assez bien fait, notamment pour toutes les questions de sécurité informatique. Après, moi, je sais que je suis aussi pas mal en veille sur tout ce qui est international via le site de l'IAPP, donc l'Organisation internationale de protection des données. Il y a quand même beaucoup de contenus, y compris qui sont en open source. Ils font beaucoup de veille, donc c'est assez intéressant. Après, moi, je sais que je fais beaucoup de veille aussi via mon réseau sur LinkedIn. Voilà, généralement, à partir du moment où vous êtes connecté avec un certain nombre de personnes dans le métier, ça vous remonte un peu l'actualité du jour ou de la semaine sur la protection des données. Je trouve ça très intéressant. Après, il y a toutes les newsletters aussi des cabinets d'avocats auxquels on peut s'inscrire et qui finalement sont quand même une source d'informations assez riche. C'est super. Merci à toi pour toutes ces informations et surtout d'avoir, je suis sûre, donné envie à plein de gens de devenir DPO et pourquoi pas au moins de s'intéresser au sujet un peu plus parce que c'est un vaste sujet. On en a fait un petit morceau, mais merci beaucoup pour ta confiance et puis je te dis à bientôt, Aurélie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou votre métier, contactez-moi sur le site Tout droit tout simple.